Julien Tourme a fondé Monsieur Lucien, une agence qui simplifie et démocratise le discours du digital. Sur le dehors, on démocratise la mode. Alors j'ai songé qu'on avait certainement des choses à se dire. Ici, on interroge le rapport du masculin à la mode, au style, à l'image. Vous écoutez Le Nouvel Homme regarde la mode, alors bienvenue sur le dehors. Alors Julien, si mes calculs sont bons, t'as 32 ans, t'es entrepreneur dans l'âme, t'as fondé Monsieur Lucien en 2014, une agence qui accompagne justement les entrepreneurs dans le développement de leur stratégie de communication sur Internet. Avant ça, tu as voyagé, vécu en Australie comme traducteur, mais tu as aussi cofondé une marque de t-shirts qui n'existe plus aujourd'hui. Cette marque, c'était Les Loubards. Tu as eu plusieurs casquettes, vécu dans plusieurs pays, et aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir sur le dehors. Alors, est-ce que cette description te convient pour commencer ? Écoute, c'est parfait, j'ai rien à dire. Bon. Pour commencer, je vais te poser une question qui est finalement pas si simple. C'est quoi la mode pour toi ? La mode pour moi c'est une espèce de tendance qu'on utilise au quotidien, soit pour pour montrer son appartenance entre guillemets à une certaine catégorie sociale ou parce qu'on a l'habitude de traîner avec certains types de personnes. Et puis c'est aussi la mode en fait quelque chose de beaucoup plus basique. En tout cas c'est comme ça que moi je le définis en tant que novice un peu sur ce sujet, c'est-à-dire qu'au quotidien, peu importe la façon dont tu t'habilles, finalement, tu fais partie de la mode, que tu sois le dernier truc potentiellement très tendance ou que ce soit au contraire quelque chose qui, dans l'esprit des gens, ne soit plus tendance du tout. Ce qui est rigolo, c'est qu'au tout début de nos échanges, quand je t'ai proposé justement de venir prendre la parole sur cette question du masculin et de la mode, tu m'as répondu que tu étais loin d'être le plus calé et passionné par la mode. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi ? Parce que ta définition, au final, est quand même assez juste et assez pointue. Donc, à part si tu as fait quelques petites recherches documentaires avant de venir. Non, j'ai rien fait du tout. En fait, je pense que je suis un peu un certain cliché de la mode, c'est-à-dire que pour moi les fringues, la mode en général, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. C'est que je vais me prendre d'affinité effectivement pour une marque par l'image qu'elle véhicule, par l'origine, la qualité des produits, mais typiquement je suis pas du tout un acheteur compulsif. Ça m'intéresse pas de passer du temps dans les magasins pour comparer, tester différentes boutiques. C'est vraiment pas quelque chose qui me plaît, et je suis un peu dans le cliché en disant si je fais des courses par rapport à la mode et par rapport aux fringues 2 fois par an, ça va être un maximum. Oui, ah oui, d'accord. Et ok. Bon, en tout cas, c'est hyper intéressant de voir la manière avec laquelle toi tu te définis dans ce système de la mode. Et comment t'en viens en fait à interroger ta légitimité, à parler d'un sujet qui touche somme toute tout le monde. Dans la mode, c'est quelque chose d'assez universel. D'autant plus que toi, ayant fondé les Loubards, t'es quand même un des acteurs les plus légitimes pour venir prendre la parole sur ce type de sujet-là. Ouais, alors en fait, cette marque de t-shirt Les Loubards qu'on a créée, qui n'existe plus comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait c'était un peu aussi l'idée au départ de créer une boîte entre copains. Dedans il y avait mon frère, une très bonne amie et ma femme. Et donc c'était de trouver une idée. Et en fait on est parti sur l'idée des Loubards, qui était de créer en fait un t-shirt avec le logo à droite, puisqu'aujourd'hui tous les t-shirts ont le logo à gauche, les polos, les pulls, etc. Qui était un projet étudiant que mon frère avait eu il y a quelques années. Et dedans on s'est dit comment on peut le lancer. Ma femme, elle, a travaillé dans la mode, chez Lacoste, chez Louis Vuitton, etc. Donc connaissait un peu ce secteur. Et puis la quatrième associée, donc notre super pote, elle était directrice artistique, donc pour toute la partie graphique, ça s'articulait. Donc le projet, si tu veux, mode est né un peu comme ça. Et puis surtout que ça s'est fait, c'était maintenant il y a 3 ans. C'est toujours quand tu te dis on peut créer une marque avec des copains, les fringues entre guillemets, la mode c'est quelque chose qui te donne envie, qui te paraît accessible facilement, que tu peux effectivement ensuite vendre aussi facilement et qui parle à tous. Donc voilà, c'était pas l'idée au début de créer absolument quelque chose dans la mode, mais c'est ce qui nous paraissait en complément de nos activités le plus simple par rapport à une idée qu'avait eu mon frère et par rapport aux compétences qu'on avait, notamment ma femme. Oui, donc l'idée avec cette marque, c'était vraiment de croiser
à quatre vos compétences pour créer un projet global. Et à un moment, dans la description des loupards, je vais citer les petits mots qui étaient dits, les petits ou les grands mots d'ailleurs, qui étaient dits à propos de cette marque. C'était ne pas faire comme les autres, chercher la castagne, aimer la castagne, se faire tatouer, s'enticher d'une belle brune. Ici, on ne parle pas du tout du produit, mais on parle vraiment de l'idée du vêtement et de ce qu'ils revendiquent. Et donc, pour vous quatre, qu'est-ce que les loupards revendiquaient ? En fait, les loupards, c'était plutôt de se dire, nous, c'était la marque qu'on voulait créer pour des potes, si tu veux. C'était de se dire, c'est compliqué aujourd'hui de trouver des fringues qui durent longtemps, et on voulait plus communiquer un peu sur ce storytelling, sur l'histoire que ça pouvait un peu raconter derrière. L'idée aussi des loupards, c'était de remettre un mot qui, pour la génération de mes parents, de tes parents aussi peut-être, est une connotation un peu négative. Quand on en parlait, quand on annonçait ça à nos parents, c'était les loupards, c'est méchant, c'est négatif. Et l'idée, c'était plutôt de faire des loupards un peu au grand cœur et de se dire, derrière, il y a une image, c'est-à-dire qu'en fait, on a tous connu des loupards dans une botte de potes ou dans une bande de, dans une famille entre guillemets. Il y a le loupard qui, en soirée, a un peu trop bu et aime bien chercher la castagne. Il y a celui qui a plutôt séducteur, il y a celui qui est plutôt le grand frère pour toute la bande, il y a celui qui est plutôt solitaire. Et en fait, c'était des traits de caractère qu'on voulait essayer de retrouver, de retranscrire entre guillemets à travers cette marque. Ok, oui, parce qu'en plus derrière les loupards, t'as des notions, enfin t'as des valeurs qui sont quand même hyper importantes, centrales, la solidarité, l'entraide. Exactement. Ok. Et donc du coup là, je vais te parler un peu de ton look au travail. Donc là, tu sors du travail, je sors du travail. Donc pour nos chers auditeurs qui n'ont pas j'ai l'image. pas fait d'effort spécifique. Donc t'es en jean avec un pull et une chemise. Et du coup, je vais te demander une question simple. Depuis quand t'as pas porté de cravate au travail ? Si t'en as porté une un jour au travail. Je crois pas en avoir porté une au boulot. Si je transforme ta question, depuis la dernière fois que j'ai porté un costard au boulot, je pense que c'était quand je travaillais en agence média et qu'on présentait une stratégie à un gros annonceur, un gros client. Et donc effectivement, j'avais pas sorti la cravate, mais le costard était de mise. Ah, c'est rigolo ce que tu dis parce que du coup j'avais lu pas mal d'articles sur ce qui fait le dress code au travail et on se rend compte aujourd'hui qu'avant c'était l'employeur qui imposait un code au dress code et qu'aujourd'hui en fait c'est complètement le client qui va venir imposer un code. Donc on y reviendra un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est intéressant ce point que finalement ton employeur n'a plus grand chose à dire sur ta manière de t'habiller, mais en revanche quand tu vas te présenter à un client, c'est aussi un moyen d'asseoir ta légitimité. Et donc du coup, pour travailler, concrètement, c'est quoi ton dress code ? Est-ce que tu t'en soucies ou pas du tout ? Si, je m'en soucie, c'est-à-dire que c'est un automatisme pour moi. Je pars du principe que quand tu veux bosser, il faut être déjà à l'aise dans tout ce que tu peux porter. Et je pense qu'il faut avoir quelque chose qui te représente et aussi, entre guillemets, alors après quand tu es entrepreneur, qui parle aussi un peu à ta cible. C'est-à-dire que dans la cible de mon quotidien, j'ai un peu tout type de dirigeants d'entreprise ou de chargés com, plutôt de la TPE, PME. Mais du coup, j'essaie de garder un look qui soit pas costard-cravate parce que ça fait peur, que c'est pas du tout, moi je suis pas forcément à l'aise dedans. Enfin, je peux être très à l'aise dedans, mais au quotidien, ça serait pénible. Et donc l'idée, c'est plutôt d'être à l'aise, mais de garder quand même un côté pro. Dans cette attitude vestimentaire que j'ai au quotidien. Ok. Et pour rebondir là-dessus, il y a un professeur de la Columbia Business School qui s'appelle Adam Galinski qui a créé un lien entre le vêtement et la posture que tu vas épouser en fait dès que tu portes ce vêtement-là. Je cite, « S'habiller comme une personne puissante, c'est se mettre dans les bonnes conditions psychologiques pour être effectivement puissant. Les vêtements affectent réellement la performance. » Est-ce que toi, ça, t'y crois ? Autrement dit, est-ce que la manière dont tu choisis comment tu vas t'habiller le matin va jouer sur ta manière de travailler pendant la journée ? Oui, je pense que oui. C'est-à-dire que les vêtements que tu portes effectivement le matin te conditionnent un peu pour ta journée. Après, je pense que c'est beaucoup lié aussi à une question d'éducation. Si tu prends une personne qui n'a pas du tout l'habitude de porter des chemises, même pour des événements professionnels ou quoi que ce soit, ça va lui faire très bizarre d'aller porter une chemise pour aller au travail. Moi, dans mon éducation, effectivement, c'était aussi le travail, c'est une chemise, potentiellement
potentiellement aussi c'est un costume. Bon, moi je suis un transgressif, c'est-à-dire que je porte plus de costume, mais ma maman aimerait bien que je porte plus de costumes, mais effectivement, après je trouve que effectivement quand tu es habillé, et je dirais même pas forcément le côté chemise, costume, mais quand tu as tout simplement un pull qui te va mieux, tu te sens plus confiant pour aller au boulot, et tu te sens, c'est déjà quelque chose qui te trotte plus dans l'idée, donc forcément tu vas être un peu plus performant, ou tu vas pas perdre de temps à te dire zut, je vais en rendez-vous, À te remettre en question à te remettre en question sur des trucs renvoies. un peu stupides. Et par exemple, si je sais pas si ça t'arrive de travailler en télétravail, si tu bosses en télétravail, est-ce que tu vas t'habiller de la même manière que si tu te rendais dans tes bureaux? Alors, je travaille plus beaucoup en télétravail, ou très peu pour des logistiques nounou enfant à aller chercher. Donc, du coup, la demi-journée parfois peut être en télétravail. Du coup, je me suis habillé le matin pour aller au boulot, donc ça change pas grand-chose. Mais je l'ai fait quand j'étais à Paris en tant que consultant. Parfois, effectivement, j'étais en télétravail. Et là, tu te sens vraiment, et là, tu te rends vraiment compte qu'effectivement, le fait de t'habiller, de te mettre dans des dispositions, on peut avoir le cliché, je reste en charentaise, si on aime la charentaise, et effectivement je reste sur mon canapé, et tu vas être moins productif qu'effectivement si tu fais un effort, prends une douche, mettre une chemise et te mettre au boulot derrière. Ok, bon, merci. Est-ce que quand tu as monté Monsieur Lucien et que tu as voulu asseoir ta légitimité en tant que jeune entrepreneur, tu as changé ta manière de t'habiller justement pour te présenter au monde? Je pense que très peu, mais forcément, ça a joué aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on devient entrepreneur, vraiment à son compte, au début, on reste un peu dans les clichés. C'est-à-dire que moi, je sortais d'agence média, où c'était pas costard-cravate, mais c'était costard quand on avait des recos, des présentations à faire auprès de clients, d'annonceurs. Quand je suis passé entrepreneur, j'ai gardé un peu ces codes au début. Tous mes premiers rendez-vous, c'était effectivement costard. Et puis très rapidement, en fait, on se laisse un peu vivre et on se dit, en fait, si je veux que ma boîte se développe, il faut que je sois le plus à l'aise. Et derrière l'image que je vais véhiculer en fait de ma boîte, faut qu'il y ait une personne, faut qu'il y ait un état d'esprit. Et ça se ressent aussi un peu par les vêtements, quoi. Ça sert à rien de tricher, je pense. Il faut être naturel vis-à-vis de ça. Et les exemples les plus forts, quand tu vois du Mark Zuckerberg, du Steve Jobs, etc. Ouais, il y a un dress code très présent. Voilà. Et à la base, Zuckerberg, c'était sweat capuche, et ça l'a pas empêché de réussir à développer cet empire et à convaincre des investisseurs. Et c'est rigolo que tu parles de Zuckerberg parce que aujourd'hui, les personnes qui analysent le look justement de ces entrepreneurs-là, au début, il était plus Woody dans sa chambre, sweat capuche. À l'époque où Facebook, c'était une vraie tendance et qu'il y avait un engouement derrière tout ça. Aujourd'hui, Facebook, pour les générations X ou Y, et Z d'ailleurs, Facebook, c'est un peu le vieux monstre des social media. Et finalement, Zuckerberg, aujourd'hui, ses apparitions, c'est le costume cravate qui a quasiment disparu des bureaux. Du coup, c'est intéressant de voir qu'en même temps que son premier service, son look a suivi la tendance globalement de ce qu'il proposait. Effectivement, puis en plus, là, pour rebondir sur Zuckerberg, c'est que là, on l'a pas mal vu à la télé, mais pour des actus qui sont pas forcément très joyeuses. Donc, quand on se retrouve effectivement devant des députés, devant un jury, etc., je pense que oui, ces conseillers en com lui disent, écoute, si on veut pas passer pour être rigolo, tu mets ton costume. Fais un effort s'il te plaît. Quand tu fais tes présentations de produits ou en interne, tu fais ce que tu veux, mais là, s'il te plaît, fais un effort, ça va nous rendre service. C'est sûr. Et du coup, est-ce que tu as eu la sensation que quand tu pitchais ton projet ou quand tu allais voir un banquier, tu n'allais pas t'habiller de la même manière en fonction de ton interlocuteur? Peut-être un peu, mais vraiment sur des détails. Ouais, vraiment sur des détails, que j'aille voir effectivement mon banquier, que j'aille voir un client, que je présente Monsieur Lucien dans un réseau d'entrepreneurs, etc. Avec le temps, en fait, tout s'est lissé et j'ai à peu près tout le temps
le même style vestimentaire. Ok. Voilà, je vais juste parfois faire une différence, effectivement. Aujourd'hui, en fait, quand je me lève le matin, c'est de me dire j'ai des rendez-vous clients, j'ai pas de rendez-vous clients. Ok. La différence va pas être énorme, c'est-à-dire que je suis bien conscient qu'un rendez-vous client, ça peut aussi arriver sans être prévu, mais je suis pas du genre à avoir au bureau des chemises et une veste Au cas où. en cas de besoin. Mais voilà, c'est toujours assez sobre. Et si je porte un t-shirt, le pull que je vais porter aussi sera assez sobre, même si j'ai des pulls Loubard que je porte au boulot avec marqué balayette manchette, amour, gloire et châtaigne. Ça, c'est ça, c'est chouette. Oui, et puis cette question aussi du fait que tu disais que ta manière de t'habiller s'est peut-être lissée aussi avec le temps. C'est peut-être aussi représentatif du fait que tu as complètement assis ta légitimité au fil du temps aussi. C'est-à-dire qu'au début, peut-être que tu te cherchais un peu plus dans ta manière de te présenter. Aujourd'hui, je suppose que tu es complètement à l'aise pour parler de Monsieur Lucien, que tu viennes de croiser quelqu'un au bar ou que tu sois devant un banquier, que du coup, ces questions d'apparence-là ne sont peut-être plus si importantes étant donné que le fond de ton propos, c'est quelque chose dont tu ne doutes plus. Oui, effectivement, tu as raison. Tu l'as dit, hein, j'ai 32 ans, donc forcément, c'est pas la même chose quand on a 32. Je passe pour un vieux à dire ça, mais quand on a 32 ou quand on a 25 ou même plus jeune. Et pourtant, on voit aussi certaines personnes plus jeunes qui sont très affirmées, qui assument entièrement certains looks, certaines tenues. Et moi, j'ai pas trop de soucis, de soucis avec ça. Mais effectivement, je pense que la façon dont je m'habille, c'est lissé entre guillemets avec le temps. Comme tu le dis, je suis à l'aise en toute situation et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que je peux défendre Monsieur Lucien entre guillemets en pyjama, le présenter, ça me pose pas de problème non plus. C'est plutôt dans le regard de la personne qui va se dire qu'est-ce qu'il fait en face de moi en pyjama. Après, mon discours sera le même et je pense être aussi pertinent et convaincant. Peu importe le style vestimentaire, c'est juste l'a priori de départ qu'il faudra réussir à vaincre. C'est un bon point. J'ai un chiffre qui est intéressant, c'est 86% des hommes ont changé de look pour être embauchés ou mieux acceptés au travail. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça me paraît évident, en fait, que les gens changent de look pour être embauchés. Je peux te raconter une anecdote. Mon dernier stage de fin d'études à Sciences Com, je l'ai réalisé dans une société qui vendait des sextoys, entre guillemets. Donc, qui s'appelle un love store, qui s'appelle Passage du Désir. Et je suis arrivé pour cet entretien en costume. Et tu as pris des portes jartelles. Alors j'ai pas osé, je suis pas allé jusque là, mais effectivement je suis arrivé en costume et ma boss qui de l'époque à qui je suis devenu très proche m'a avoué après qu'elle avait halluciné de voir quelqu'un débarquer effectivement en costard pour effectivement dans une boîte qui s'appelle Love Store, enfin qui vend des produits. Alors là, c'était pour le développement durable du couple, c'était ça l'intitulé, mais effectivement, ça lui a fait un peu un tilt et en même temps, ça l'a surprise et agréablement surprise en se disant si quelqu'un vient en costard dans une boîte comme la nôtre, c'est qu'il est à peu près capable de vendre tout. Et donc effectivement, elle a bien aimé aussi un peu ce côté décalage. Effectivement, je pars du principe que si on sort un costume, c'est peut-être un peu idiot, mais si on sort un costume pour un entretien, si c'est too much, c'est pas très grave, entre guillemets. Il vaut mieux en faire un peu trop tout en restant à l'aise. On va pas se décrédibiliser, entre guillemets. Alors que sur certaines tenues, et c'est vrai, je suis le premier à le reconnaître, ça peut aussi décrédibiliser, effectivement, lorsqu'on arrive dans une entreprise. Donc ça m'étonne pas qu'effectivement des personnes adaptent de peur, effectivement, de pas être pris au sérieux. Je pense que c'est assez simple pour un homme, parce qu'on met un costard, voilà, un costard c'est simple, c'est un peu identique pour les hommes. Alors oui, si tu mets un costard violet, un costard blanc, on est d'accord que c'est assez spécifique, enfin de mon point de vue encore une fois, et puis ça dépend dans quel secteur tu veux travailler. Pour une femme, je pense que c'est un peu plus compliqué, parce qu'il peut y avoir plein de tenues différentes. Codes sont différents. Voilà, les codes sont différents. Mais ce qui est rigolo, c'est que les femmes, les hommes, quand c'est 86% qui changent de look pour le boulot, les femmes, on est à 50%. Il y a quand même un écart, qui est considérable. Mais je pense que c'est que au quotidien, les femmes s'habilleraient plus, s'apprêteraient plus comme si elles allaient bosser
Je pense que c'est aussi comme tu le dis, qu'un homme a un style, entre guillemets, quand il est professionnel, enfin assez identique. Moi, je pense que si tu me croises le week-end, mon style va pas beaucoup changer avec mon style effectivement de la semaine. Mais pour certains, ça peut effectivement, tu peux véritablement avoir un gros changement en fonction aussi du secteur d'activité dans lequel tu travailles. Et puis par rapport aux femmes aussi, c'est que on force avec les codes publicitaires de la communication les femmes à toujours être dans un certain standing, pardon, Ouais, un complètement, certain ouais. look, donc forcément y a ça qui rentre en compte aussi. Complètement. Du coup, maintenant, on va parler un peu de tes employés. Il y a quelqu'un que j'aimais beaucoup qui disait « On n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Qu'est-ce que tu penses de ça dans une logique de toi, chef d'entreprise, dans un processus de recrutement face à ton premier candidat? C'est vrai, on peut dire effectivement aujourd'hui que on le sait, je sais plus, les 10 premières secondes, les 30 premières secondes, bref, sont hyper importantes. Et on peut lire tout ce qu'on veut, dire tout ce qu'on veut, faut pas avoir d'a priori sur une personne, etc. On en a forcément un. À partir du moment où tu vois une personne, tu as un a priori. Tu m'as vu arriver tout à l'heure, je te dis, ok, tu as un a priori comme il est, mais c'est pareil. Et ça fait partie du jeu, c'est de l'inconscient. Après, est-ce que la personne en face est assez intelligente pour se dire, cet a priori, ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est le fond de la personne. Et puis, il y a aussi un moment où, effectivement, en tant qu'employeur, que recruteur, même si on est petit chez Monsieur Lucien, on est 4, mais même quand on reçoit des personnes pour des stages ou de l'alternance, etc., j'attache aucune importance effectivement au physique, à la mode, la personne si elle est habillée, si elle a les cheveux rouges, violets, etc. Mais il y a un moment aussi où effectivement un code vestimentaire va te dire, ok, est-ce qu'elle a compris quand même dans quelle entreprise elle arrivait? Est-ce qu'elle va être en mesure aussi de s'adapter? Est-ce que son look ou son style vestimentaire va parler à nos clients, parce que ça fait partie aussi du jeu. Je pense qu'en fait tout ça rentre dans une ADN de boîte, tout simplement, et là-dessus il faut être aussi à l'aise, et je pense qu'il faut être très à l'aise pour en fait poser la question à la personne. Ouais. Alors on peut facilement dire discrimination, etc. Mais à un moment, il faut juste poser la question s'il y a vraiment certaines choses en disant, écoute, nous, il n'y a pas de souci, ton profil nous intéresse, mais sache que chez nous, il faut faire attention à ça et à ça. Alors là-dessus, sur cet aspect-là, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il faut être assez transparent. Parce que, en fait, si on accepte d'employer une personne qui a un style vestimentaire à l'opposé de l'identité de l'entreprise, en fait, à un moment, ça se ressent en interne de son entreprise et Forcément. c'est pas bon. Donc, il vaut mieux être transparent, à mon avis, dès le début. D'accord. Ok. Il y a The LA Times qui montre que 50% des managers regrettent que les tenues vestimentaires de leurs employés soient moins formelles qu'il y a 5 ans. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors là-dessus, moins formel qu'il y a 100 ans, tu dis? Qu'il y a 5 ans. Parce qu'il y a 5 ans, pardon. Je pense qu'il faut laisser aussi chaque personne dans une entreprise être à l'aise. Et on ne va pas pouvoir effectivement imposer un style vestimentaire, parce que sinon c'est complètement une dictature. Donc il faut tout simplement laisser une personne s'habiller comme elle veut, comme elle l'entend. Tant qu'elle est efficace au travail, je pense que ça pose aucun problème. Et surtout que si la personne doit se contraindre à s'habiller dans un certain look, je pense qu'elle n'est pas heureuse en fait dans son travail au quotidien. Ça m'est déjà arrivé de faire des remarques sur le style vestimentaire, alors pas de mes employés, mais d'anciens stagiaires, où effectivement, et j'ai pas peur d'en parler, mais le sweat capuche en disant anarchiste, etc., ça me pose pas de soucis effectivement, mais s'il y a un client qui débarque, ça m'embête un peu. Et en fait, c'est quand c'est au quotidien où effectivement je me dis, bon, s'il te plaît, fais attention à ça. Surtout que je pense être quelqu'un de très flexible et de pas être compliqué sur ce sujet-là, mais effectivement, de temps en temps, il faut savoir faire attention, et du coup, il y a un ressenti que tu as avec les gens, et finalement, les bonnes personnes, en fait, tu te poses pas trop la question. Et tu te sens à l'aise pour parler de ces sujets-là sans paraître complètement dictatorial dans ta propre entreprise?
Oui, parce que la question, là, nous quatre, elle se pose pas vraiment en fait. Ouais. Déjà, ils ont tous un sweat Loubar ou un t-shirt Loubar d'office. Ça, c'était C'est obligatoire. obligatoire. Mais donc, oui, parce que finalement, le look, voilà, est assez, enfin, nous convient très bien et que quand on embauche une personne ou quand on travaille avec une personne, bah, ça nous convient. Enfin, voilà, on s'est pas posé la question, en tout cas, avec les personnes qui travaillent chez Monsieur Lucien. Ok, ok. Il y a quelques temps, tu m'as envoyé un article sur LinkedIn dans lequel il se disait que 39% des hommes calquent leur look sur celui de leur N+1. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que oui, dans les grosses structures, pour être passé dans des agences parisiennes un peu plus grosses, etc., effectivement, tu vois un espèce de copier-coller sur les hommes et sur les hommes qui sont un peu carriéristes. Tu le vois assez vite dans des plus grosses agences où tu as des centaines de personnes. Effectivement, tu vois souvent les boss qui sont habillés de la même façon et tu vois ceux qui ont envie de gravir les échelons prendre le pli petit à petit. Euh, Là, actuellement, je le vois pas. À part, T'as pas l'impression d'être la fashionista de la machine à non, café? pas trop. À part imposer les loupards, effectivement, en tant que dictateur, mais non, sinon, il n'y a pas du tout dans les plus petites structures. Puis je pense que dans les structures qui sont assez récentes, là, Monsieur Lucien, on a 5 ans, enfin j'ai lancé la marque, enfin l'entreprise il y a 5 ans, mais en tant que SAS avec des personnes employées, ça a 2 ans et demi, 3 ans. Enfin, ça n'aurait pas de sens et au contraire, on cherche à ce que chacun ait un peu une particularité, pas uniquement dans le look vestimentaire, mais dans son attitude en fait au quotidien. Chacun est pertinent parce qu'il a une approche différente, a une vision un peu différente, qui fait aussi que ces personnes contribuent en fait au développement de Monsieur Lucien, pas uniquement par leurs compétences techniques, mais plus par ce qu'elles sont en fait au quotidien. Et donc je pense que non, il n'y a pas trop de se caler par rapport à un plus un. Et je dirais même que chez les cadres de Monsieur Lucien, on a chacun un peu des looks différents, même sans parler de grandes différences, mais qu'on a chacun effectivement notre propre identité. Ok. Et c'est ça qui est amusant aussi. Ok, bon, et ben merci. Je vais te poser une dernière question. C'est la question que du coup je pose à la fin de chacun des épisodes de cette série. Cette fois, ça ne concerne pas la mode masculine, mais la mode féminine. Et quelle est la tendance mode que tu apprécies le plus chez une femme et pourquoi? Oh la vache. Désolée. La tendance mode. Alors attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Je sais pas si on peut parler de tendance mode, mais effectivement pour moi, la tendance féminine, c'est sur la mode, c'est plutôt une femme qui va s'assumer pleinement. Sans avoir peur du regard des autres. Alors je sais que c'est une phrase un peu bullshit qu'on entend énormément, mais je sais que c'est pas évident du tout pour toutes les femmes, en fonction du secteur d'activité dans lequel on travaille, etc. Qui a, je pense, une vraie connotation pour l'avoir vécu, pour le voir au quotidien dans notre société, où effectivement une femme doit répondre à des codes au travail, mais aussi dans des moments de loisirs, etc. Je pense que la tendance qui est pour moi la plus valorisante d'un point de vue vestimentaire, c'est de se dire, voilà, j'assume entièrement mon style et je le revendique et je suis professionnel dans ce style-là. C'est un débat que j'ai avec ma femme qui est aussi devenue entrepreneuse et je te le disais, travaillait dans la mode et aujourd'hui travaille dans la restauration. Effectivement, quand tu travailles chez Lacoste, chez Louis Vuitton, c'est pas le même style vestimentaire que quand je travaille dans la restauration. Et je trouve que cette tendance, c'est de dire, voilà, j'assume pleinement, et non, c'est pas le tailleur avec des talons aiguilles qui fait que tu es professionnel. C'est juste une image, effectivement, que l'on donne, et j'ai l'impression, entre guillemets, que c'est une tendance vestimentaire qu'on voit de plus en plus, qui est de plus en plus assumée. Je pense que c'est une bonne chose. Puis les marques, dans leur communication, le revendiquent aussi énormément aujourd'hui. Exactement. Je pense qu'effectivement, tu peux, pour beaucoup de femmes,
femme bosser en sneakers, c'est être très à l'aise. Et comme j'ai envie de dire aussi, tu peux bosser en talons aiguilles et être très à l'aise. Il n'y a pas de problème là-dessus. À partir du moment où toi, tu es à l'aise dans tes pompes, dans ton attitude au quotidien, très clairement, on s'en fout un peu, quoi. Okay. Donc la tendance vestimentaire, désolé, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est vraiment d'assumer pleinement ça. Et en fait, ça se ressent sur les femmes que tu peux croiser dans la rue, que tu peux croiser au boulot. Tu vois celles qui sont très à l'aise avec ça et celles qui jouent un peu un rôle par rapport à ça. Et du coup, c'est un peu gênant. Là, pour le coup, il y a un vrai syndrome de l'imposteur derrière l'apparence. Eh ben, merci beaucoup, Julien. Je suis ravie d'avoir pu discuter avec toi de mode, de légitimité grâce aux fringues, mais aussi de ta vision du look en entreprise pour toi et pour tes employés. Aujourd'hui, tu étais le nouvel homme qui a regardé la mode, alors merci. Merci Fanny. J'espère que cet épisode vous a plu et que, comme moi, vous avez aimé écouter Julien nous parler de son style et de celui des autres. Au revoir et à bientôt sur le dehors.